Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier webinaire sur notre série de gestion du temps et notamment consacré à la... Alors, désolé pour ce petit problème de connexion. Donc, bonjour à tous et bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver pour ce premier webinaire. Alors, désolé pour ce petit problème de connexion. Donc, bonjour à tous. Pour ce premier webinaire sur les questions de compétitivité des entreprises. Et on va animer une série de webinaires jusqu'à la mi-juillet. Je vous donnerai des informations au fur et à mesure sur ce sujet. Et je voudrais d'abord vous féliciter d'être présent pour ce premier webinaire sur justement aujourd'hui les 5 clés de compétitivité grâce à une meilleure gestion du temps organisationnelle. Et au passage, félicitations donc vraiment. Et je vous invite tous à me dire d'où vous venez, qui vous êtes, ce qui vous intéresse dans ce webinaire, de façon à ce qu'on ait le meilleur partage possible au cours de l'heure qui vient. Je vais environ présenter pendant 3/4 d'heure ces 5 grandes clés. Et puis ensuite, j'aurai le plaisir de répondre à vos questions pendant 15 minutes. Donc, mettez-moi un oui, mettez-moi un yes. Dites-moi si vous êtes présent, d'où vous venez, qui vous êtes, ce que vous attendez. Allez-y, n'hésitez pas, j'ai hâte de lire vos réponses et de regarder vos messages. Je vois qu'on a Sylvie qui est connectée, on a Edith, on a Magali, on a Sylviane, on a Alexandre, Christophe, on a Clémentine, on a Sébastien. Voilà, il y a plusieurs personnes de connecter, c'est un vrai plaisir. Donc n'hésitez pas, indiquez-moi un message, dites-moi si vous êtes pleinement focalisé et je vais vous partager d'ores et déjà le PowerPoint que je vous ai préparé pour ce webinaire. Donc je vais vous partager mon écran à l'instant. Et on est parti. Donc, on va examiner ces 5 clés. Et ce que je vous propose comme agenda pour ce webinaire, c'est justement d'abord de parler et de revoir les actions, les enjeux de la gestion du temps, puis ensuite les 5 clés d'une meilleure compétitivité grâce à une meilleure gestion du temps organisationnelle. Ensuite, on va voir les coûts de la non-gestion du temps. Beaucoup d'entreprises qui ne prennent pas encore conscience de cet enjeu. Et puis, le nouveau paradigme vis-à-vis de la gestion du temps. Pourquoi aujourd'hui, il est important d'en parler davantage et de mettre à nouveau ce sujet en avant. Alors d'abord, couper les distractions. Si vous avez des fenêtres Skype, WhatsApp d'ouvertes, votre boîte mail, coupez les distractions, les notifications. Soyez pleinement focalisés sur ces 5 clés qu'on va partager ensemble. C'est important. Si vous avez votre smartphone à côté de vous, passez-le en mode avion. Et si vous avez peut-être un téléphone fixe ou autre chose, vraiment, faites en sorte d'être pleinement focalisé sur ce qu'on va examiner ensemble. Donc, je m'appelle Frédéric Lucard, je suis le fondateur et dirigeant d'Aestigia. J'ai créé Aestigia il y a déjà un petit moment, parce que c'était en 2006. Et donc, notre mission, je vais vous l'expliquer. Je suis également assez sportif, je suis marathonien, j'enseigne le Krav Maga également, j'ai créé une école de Krav Maga. Donc j'ai le plaisir de contribuer à apprendre à des gens à se défendre. Et Aestigia est membre du Lab RH, bien entendu Datadocké. Et notre mission chez Aestigia, pour finir de me présenter, c'est vraiment de créer de la valeur pour nos clients et à travers des prestations qui ont pour signe distinctif la cohérence et la convergence. C'est-à-dire que en fait,
parmi tout ce que nous proposons, il y a d'abord un axe de conseil qui vise à aider nos clients à atteindre le meilleur potentiel. Sylvie nous demande, pardon, je regarde vos messages à l'instant. Sylvie nous demande s'il y a des nouveautés dans la gestion du temps. Oui, Sylvie, il y a des nouveautés dans la gestion du temps. On va parler de neurosciences. On va parler de l'aspect organisationnel de la gestion du temps. Et on va à nouveau. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Parce qu'apparemment, il y a un problème de son, me dit Sylvie. J'espère que c'est rétabli. On a toujours affaire à la loi de Murphy avec les outils. Et donc, j'en reviens, et j'espère que tout le monde m'entend, j'en reviens à la question donc de aider nos clients à atteindre le meilleur niveau de potentiel de leur entreprise. Et on le fait à travers un axe qui est à la fois managérial et financier, où on aborde les coûts, performances cachées d'une organisation. Et on va aider justement à améliorer l'ingénierie managériale en faveur d'une meilleure rentabilité et en faveur d'un meilleur équilibre entre l'homme justement et la stratégie d'entreprise. Et pourquoi la gestion du temps est tellement importante à nos yeux, c'est parce que on vous le montrera tout à l'heure, mais dans les dysfonctionnements, dans les grandes familles de dysfonctionnements, merci, Paul me dit, le son est très bon, ça marche à nouveau, j'en suis ravi. Donc, dans les dysfonctionnements que peut connaître une entreprise, il faut savoir que la gestion du temps en fait partie et que 80% des coûts cachés que connaît une entreprise sont dus à des enjeux liés à la gestion du temps. C'est pour ça que quand on parle de gestion du temps chez nous, c'est pas simplement pour rajouter une formation sur le sujet, c'est bien parce qu'elle est fondamentalement liée à la performance et à la compétitivité d'entreprise. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a également une offre de conseils sur comment aider nos clients à mieux organiser leur processus grâce à une gestion du temps compétitive. Donc, il y a un nouveau paradigme aujourd'hui avec la gestion du temps qui consiste simplement à comprendre que la digitalisation a eu de très forts impacts sur nos modes de fonctionnement. On va en parler dans un instant avec une de ces clés liées aux neurosciences. Et puis, un autre paradigme qui est encore plus actuel aujourd'hui, c'est la crise sanitaire que nous venons de vivre, de traverser, avec notamment, évidemment, pour tous ceux qui le pouvaient, le recours massif au télétravail. Et ce télétravail qui va se prolonger dans le temps pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui encore qui ont indiqué à leurs interlocuteurs, à leurs collaborateurs, qu'ils allaient rester en télétravail au moins jusqu'au mois de septembre. Et puis il y a d'autres grandes entreprises aujourd'hui où on sait que pour des raisons de distanciation physique, on a besoin de faire tourner entre guillemets les effectifs. Et moi, je sais que j'ai certains de mes clients aujourd'hui, ils doivent venir par tiers, donc simplement un tiers des collaborateurs a le droit d'accéder à l'open space, que ce soit en mode flex office ou pas. Et donc, ce nouveau paradigme aussi lié au télétravail va vraiment perdurer, ce qui nécessite une adaptation accrue des entreprises par rapport à la gestion du temps. Magali, bonjour Magali, qui nous dit qu'elle dirige le département assessment du groupe IGS et vous aimerez m'en entendre sur les fondamentaux de la gestion du temps en télétravail. On va en parler rapidement, Magali, avec grand plaisir. Ça fait pas partie forcément des sujets que j'ai prévu de traiter ce matin, mais on pourra en dire un mot avec grand plaisir, peut-être dans le cadre des questions-réponses tout à l'heure. Il y a un constat universel à faire sur la gestion du temps aujourd'hui, c'est que les collaborateurs sont toujours davantage confrontés à une pression temporelle qui est de plus en plus forte et que ce manque de temps, il s'explique par souvent des organisations du travail défaillantes. Quand je dis organisation du travail défaillante, simplement que, en général, le management ne s'est pas encore adapté à la croissance exponentielle du volume d'informations que l'on demande aux collaborateurs de traiter, qui ne correspond pas d'ailleurs à nos capacités neurocognitives d'une façon générale. Et puis la pression temporelle, je crois que tout le monde la connaît. Il y a de plus en plus de restrictions de postes, de plus en plus d'accroissement d'informations, de reporting, d'enjeux, de normes à respecter dans l'entreprise. Et donc il y a une pression qui est toujours plus accrue sur les collaborateurs. Et puis aussi il y a cette notion d'urgence dans laquelle beaucoup d'organisations sont tombées
en confondant justement l'urgence, la performance, l'efficacité. On va en parler dans un instant. Alors, il y a évidemment un certain nombre de dysfonctionnements qui concernent la gestion du temps, et celui qui me paraît, moi, le plus essentiel aujourd'hui, c'est que la gestion du temps est devenue un enjeu individuel et non plus managérial. Et quand on regarde bien les choses, les collaborateurs reçoivent finalement constamment des injonctions paradoxales. Ça va être de gérer leur temps pour pouvoir justement se montrer le plus performant possible en général. Ça va être de savoir dire non pour pouvoir justement trouver l'équilibre nécessaire entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Ça va être de concilier le télétravail et le flex office qui est croissant. Ça va être d'assurer aussi leur développement personnel. C'est effectivement une injonction qu'on entend très souvent et qui est également de plus en plus liée aussi à l'aspect des soft skills, où on doit travailler ces soft skills pour montrer de plus en plus d'agilité, de plus en plus d'employabilité, d'adaptation aussi au changement. Et puis, côté de ça, on fait tous face à un monde que l'on peut appeler de plus en plus VICA, ce fameux acronyme, c'est-à-dire un monde volatile, un monde qui est incertain, qui est complexe, qui est ambigu, et tout simplement parce qu'il y a une charge de travail qui est croissante, il y a de nouvelles obligations à intégrer, elles sont de plus en plus réglementaires, je pense à la loi Sapin 2, je pense aux enjeux de compliance pour les entreprises, par exemple. On a des mutations d'entreprise et de la société, où on a cette injonction d'être de plus en plus agile, adaptatif, de travailler en mode test and learn. L'inflation de l'information, qui est assez importante. Je vais vous montrer tout à l'heure un schéma sur le sujet. L'inflation des procédures, on vient de le dire. Et puis, il y a une inadaptation, finalement, de notre cerveau, de nos capacités, qui restent humaines à un moment donné, face à tout cela. Alors, les enjeux liés à la gestion du temps, moi, j'ai hâte de lire sur le chat quels sont vos enjeux liés à la gestion du temps. J'en dénombre une certaine quantité. Il y a des enjeux de productivité, naturellement. Il y a des enjeux donc organisationnels. Si je suis mieux organisé, je vais pouvoir mieux gérer mon temps, naturellement. Mais si je gère mieux mon temps aussi, j'aurai une organisation, bien sûr, plus efficace. Des enjeux de sécurité pour certaines entreprises, des enjeux de qualité, de restitution. Ça peut être de qualité de traitement des réponses clients, ce qui va après jouer sur la satisfaction des clients, sur aussi la satisfaction des collaborateurs. Des enjeux de stress, évidemment, et d'équilibre de vie. Des enjeux de désengagement et d'abandon de poste. On voit de plus en plus dans les enquêtes d'opinion dans les entreprises, ça peut-être que certains d'entre vous allez pouvoir me le confirmer dans le chat, on voit de plus en plus d'entreprises qui voient leur taux d'engagement des collaborateurs baisser d'année en année dans ces enquêtes-là. On voit aussi de plus en plus, je me souviens d'abandon de poste, et je me souviens d'un article notamment sur le monde bancaire, où l'année dernière, donc l'article est paru l'année dernière en 2019, donc ça traitait de l'année 2018, on avait une augmentation de 40% du taux d'abandon de poste chez les primo-recrutés, c'est-à-dire les juniors en sortie d'école, qui, pour des raisons organisationnelles, en fait, n'arrivaient pas à s'adapter, ne trouvaient pas leur satisfaction ni leur équilibre dans les emplois, notamment en agence bancaire, qui leur étaient confiés. On a des enjeux business, bien entendu, c'est le maintien et le développement de l'activité. Des enjeux de réputation et de marque employeur, parce que si, faute d'une gestion du temps efficace, on commence à avoir des dysfonctionnements qui s'aggravent, et ça on en reparlera sur la 5e clé tout à l'heure, l'organisationnel, on va avoir une dépréciation là aussi de l'ambiance au sein de l'entreprise qui va in fine rejaillir sur la marque employeur d'abord et la réputation de l'entreprise ensuite. Je me souviens d'un de mes anciens clients qui avait des vrais problèmes à la fois de taux d'engagement, mais également corollairement, évidemment, de taux de satisfaction client. Des risques de compliance qui sont notamment liés au droit américain d'extraterritorialité. Vous connaissez probablement ces sujets. Et l'affaire Alstom, il y a 3-4 ans de mémoire,
on a été un excellent exemple où finalement on se rendait compte, témoignage de Jerrington de la compliance à l'appui, que faute de temps de la part de toutes les parties prenantes pour remplir, renseigner, alimenter et gérer correctement la compliance, c'est-à-dire le fait d'ajuster ces règles de procédure, le respect de ces procédures et notamment le respect du droit américain, du fait de l'extraterritorialité, ça mettait l'entreprise en danger. Et on a malheureusement l'exemple de plusieurs grandes entreprises françaises qui se sont retrouvées face à ce genre de difficultés parce que lorsque l'administration américaine, la justice américaine commence à enquêter sur vos process en cours dans l'entreprise française, par exemple, on se rend compte souvent que les process n'ont pas été respectés, faute de temps, encore une fois, accordé à la compliance. Et ça se chiffre après en plusieurs milliards d'euros d'amendes, comme vous le savez. Les enjeux liés à la gestion du temps, c'est aussi la digitalisation, on va en parler. Donc, voilà, prenons quelques instants. Quels sont vous aujourd'hui, vos enjeux? Quels sont les enjeux de vos collaborateurs, par exemple? Allez-y, mettez-moi un enjeu, mettez-moi quelque chose, réagissons tous les uns avec les autres. Alors Paul qui nous dit comment prioriser efficacement entre tâches importantes et urgentes, les tâches de gestion courantes, le plus souvent par mail de la part de clients, qui viennent s'ajouter, le tout dans un contexte de manque de temps. Excellente question Paul, merci, on va en parler justement juste après. Très important justement de faire cette distinction urgence, importance et la gestion courante, et ne pas faire en sorte qu'on tombe en mode réactif. Je vais y revenir dans un instant. La plupart des problèmes des entreprises, des organisations, c'est d'avoir glissé de façon insidieuse dans un mode réactif, dans un mode d'urgence, en perdant souvent de vue, ne généralisons pas, les besoins de planification, de gestion, et on en arrive souvent effectivement à ce phénomène que vous décrivez. Je vais avancer donc sur ces questions, sur ces 5 clés de compétitivité. Alors, on va voir ces 5 clés. C'est d'abord le choix entre la performance et l'efficacité. Deuxième clé qu'on va voir ensemble ce matin, c'est les fondamentaux. Les fondamentaux, il faut toujours y travailler, y revenir sans cesse. Là, on va revenir sur les 6 étapes classiques de la gestion du temps. Ensuite, troisième clé que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est les neurosciences. Comment organiser son management et ses processus, comment en optimiser cette organisation selon le fonctionnement du cerveau. Et je vais vous présenter un certain nombre de grands chiffres et de grands domaines à ce sujet-là sur les neurosciences. Magali qui nous demande comment aider ses collaborateurs à mieux gérer leur temps pour monter en efficacité. Que peut faire le manager? On va en parler tout de suite, Magali. C'est la première clé notamment. Enfin, toutes les clés concernent votre réponse. Donc j'y arrive. Merci pour cette question, Magali. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions avec un grand plaisir. Quatrième clé qu'on va partager ensemble ce matin, c'est la connaissance et le respect de son biorhythme et de son besoin de sommeil. Et on va voir que, d'ailleurs, c'est lié évidemment avec les neurosciences, combien il est important de respecter ça. Et puis la cinquième et dernière clé que j'aimerais partager avec vous, c'est comment on peut et pourquoi on doit opter pour une gestion du temps organisationnelle, ce qui répond aussi en partie, Paul et Magali, à vos questions. Donc la première clé, c'est le choix entre la performance et l'efficacité. Alors posez-vous la question, quelle est selon vous la différence entre ces deux sujets, entre ces deux notions? Allez, je vous laisse quelques secondes, répondez-moi dans le chat, je regarde vos réponses sur un deuxième écran. Quelle est selon vous la différence entre performance et efficacité? Et la littérature sur le sujet est absolument consensuelle. Je veux pas... David qui nous demande comment ménager du temps pour l'amélioration continue et l'innovation. Excellente question, David, qui est ultra importante pour la compétitivité d'une entreprise et qui est reliée d'ailleurs à ces notions de coût performance cachée. On va y venir, David, dans un instant. Alors, selon vous,
quelle différence faites-vous entre performance et efficacité? La question est très simple en fait. L'efficacité, ça consiste à atteindre ses objectifs. On peut être très performant toute la journée, toute la semaine, tout le mois, toute l'année, et ne pas atteindre ses objectifs. Je ne sais pas si vous avez regardé, écouté les vidéos que j'ai faites avant ce webinaire. Et j'utilise toujours cette anecdote parce qu'elle me paraît très frappante. Alors avant, il y avait l'anecdote du football, vous vous souvenez, ça c'était avant 2018. C'est-à-dire que le football est un sport qui se joue à 11 avec un ballon et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne, vous vous souvenez de ça. Et moi j'utilise aussi une autre anecdote maintenant, c'est chaque année, en finale de Roland-Garros, le finaliste, Roland-Garros, donc tournoi de tennis, deuxième tournoi de tennis du Grand Chelem de la saison. Donc chaque année, le finaliste, il a été très performant, puisqu'il a atteint la finale et a gagné tous ses matchs. Mais à la fin, celui qui va être efficace, c'est Rafael Nadal. Et donc l'efficacité, c'est le fait d'atteindre ses objectifs. Et donc, si on veut avoir une première clé d'efficacité dans la gestion du temps, c'est le fait de, d'abord, définir ses objectifs, les clarifier, et ensuite les gérer. C'est un peu comme faire pousser des légumes dans un jardin, dans un potager en fait. Vous allez planter des graines, vous allez les arroser, vous allez attendre, les jours, les semaines, peut-être les mois vont passer, et quand ce sera le bon moment, quand les conditions vont être réunies, quand, si c'est des tomates, le soleil et la chaleur vont commencer à arriver, votre graine va germer, votre plant de tomate va commencer à pousser. C'est la même chose en fait. Il est ultra important de revenir à ses objectifs. Il existe 3 catégories d'objectifs dans le domaine professionnel. Les objectifs essentiels, les objectifs d'appui qui vont permettre d'atteindre ces objectifs essentiels, puis après les objectifs d'agrément. Et les objectifs essentiels, c'est ce pourquoi on vous paye. Pour répondre à David par exemple, c'est si on vous paye pour gérer ou développer un service d'innovation, on vous paye pas pour passer votre temps à faire des reportings et gérer des process et des problématiques de ressources humaines, etc. Et donc, qu'est-ce qui va faire que dans votre agenda proactif, on va ménager suffisamment de temps pour répondre à ces objectifs essentiels. Donc, c'est peut-être les objectifs qui vous ont été définis dans votre fiche de poste. Ce sont peut-être les objectifs sur lesquels on revient très fréquemment en entretien d'évaluation, qu'ils soient annuels, semestriels, trimestriels. Mais c'est ce pourquoi votre mission, votre raison d'être se trouve dans l'entreprise ou dans votre activité professionnelle. Si vous êtes indépendant, si vous êtes chef d'entreprise, votre première activité, c'est de développer votre entreprise, donc en fait de vous assurer que vous passez suffisamment de temps à écouter vos clients, aller les voir, les visiter. Je me souviens d'une étude qui disait il y a quelques années, même un PDG devrait passer 40% de son temps avec ses clients en fait, parce que les clients c'est le nerf de la guerre évidemment. Donc l'efficacité, ça consiste à atteindre et gérer ses objectifs essentiels et ensuite organiser ces objectifs d'appui qui vont permettre d'atteindre ces objectifs essentiels. Et ce qui est très important pour ça, c'est vraiment de clarifier ces objectifs. Donc on le sait tous, hein, c'est de chiffrer ces objectifs. Plus ils vont être clairs, plus vous allez avoir de certitude aussi et de solidité intérieure pour pouvoir dire non. C'est souvent une question qui revient en gestion du temps. Comment je vais pouvoir dire non, par exemple. Deuxième clé de gestion du temps, c'est les 6 étapes fondamentales, classiques. Probablement, vous en connaissez une grande partie, mais c'est toujours important de travailler les fondamentaux, de même façon qu'un sportif de haut niveau continue de travailler des coups basiques dans n'importe quel sport, au basket, au tennis, que n'importe quel chercheur scientifique continue de lire au fur et à mesure de la littérature qui est publiée chaque jour, chaque semaine, chaque mois dans les revues pour pouvoir maintenir, de la même façon qu'un bon médecin va aller régulièrement à des congrès et suivre des formations continues. Il faut travailler en permanence ces fondamentaux. Donc il y a 6 étapes. La première étape, c'est de faire les choses une fois pour toutes, c'est-à-dire de ne pas revenir autant que faire se peut plusieurs fois sur les mêmes informations. On perd entre 97 minutes par mois jusqu'à 2 fois plus même, quasiment 2 heures par mois
à revenir sur de l'information qu'on a déjà lue. Ça peut être des emails, ça peut être des rapports, des mémos. On va regarder rapidement, ça va prendre plusieurs minutes, puis on va les classer, on y reviendra. La vraie question, c'est de se dire, un peu comme la gestion de ces boîtes mail aussi, c'est d'adopter le processus 2M for 2, c'est-à-dire 2 minutes pour faire les choses. Et en fait, dans ce qu'on voit en formation, notamment ce schéma, qui est issu des travaux de David Allen, vous savez, Getting Things Done, qui explique que à chaque fois que vous êtes confronté à une nouvelle information, une nouvelle tâche qui arrive, que ce soit dans votre boîte mail, lors d'une réunion, la question à se poser, c'est est-ce que ça va me prendre plus ou moins de 2 minutes pour la faire? Si c'est 2 minutes ou moins, je la fais tout de suite. Si c'est plus de 2 minutes, quelle est ma latitude et mon autonomie pour planifier cette tâche justement sans tomber dans le mode réactif dont parlait justement tout à l'heure Paul dans sa question. Évidemment, on pourrait passer beaucoup de temps sur faire les choses une fois pour toutes, et notamment la gestion de ces boîtes mail, comment on va mieux gérer ces boîtes mail, comment on va avoir des objets de boîte mail plus précis pour aider nos interlocuteurs justement à mieux classer ces mails. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'utilisation des mails entreprises. On y reviendra sur la 5e clé aussi, qui concerne notamment la gestion du temps organisationnel. Le deuxième fondamental que j'aimerais partager avec vous, c'est de dresser une liste de tâches. Évidemment, la plupart des gens dressent des listes de tâches, encore que quand j'interviens en formation, il y a encore des gens qui n'ont pas de liste de tâches, en disant qu'ils mémorisent tout dans leur tête, qui ont une très bonne mémoire, et c'est très bien. Simplement, la vraie question de ceci, c'est que en ayant une très bonne mémoire, vous augmentez également votre charge mentale. Donc, c'est sur le plan des neurosciences, 3e clé qu'on va voir juste après, c'est un alourdissement et une diminution de vos capacités d'attention, de concentration notamment. Donc, la bonne liste de tâches, elle contient 6 tâches prioritaires à gérer, à diligenter chaque jour. Pourquoi 6, pas plus, pas moins? Parce que d'une façon assez universelle, on considère que dans une journée de travail, on peut mener 6 tâches importantes qui correspondent à vos objectifs essentiels ou à vos objectifs d'appui. Donc, c'est des tâches qui vont vous permettre d'avancer vers vos objectifs, en fait. Et l'intérêt, c'est qu'à la fin de la journée, on est barré cette liste de tâches, ces six tâches, pour justement rentrer dans une dynamique positive et avoir plus d'énergie parce qu'on aura avancé. Vous savez très bien que si on a une liste de 25 tâches, c'est déprimant parce qu'à la fin de la journée, on aura barré toutes les tâches les plus faciles parce que aussi le cerveau, il agit par facilité. On a une tendance très nette à nous orienter vers des tâches faciles plutôt que les tâches à forte valeur ajoutée qui vont finalement nous permettre d'atteindre ces fameux objectifs dont on parlait tout à l'heure. 3e fondamental, c'est d'évaluer le temps nécessaire à chaque tâche. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la loi de Pareto qui me dit que le temps a tendance à se dilater dans l'espace qu'on lui octroie. Et c'est-à-dire que si je n'évalue pas le temps que je vais mettre pour une tâche et que je me mets pas en mode productivité pour cette tâche, je vais laisser la porte ouverte à un certain nombre de biais cognitifs, à une fatigue attentionnelle. Je vais me laisser distraire par des interruptions et donc forcément, je vais me montrer inconsciemment beaucoup moins productif. Donc la bonne chose à faire, c'est d'évaluer le temps nécessaire. Et ensuite, pourquoi pas, c'est d'utiliser un minuteur pour se dire, OK, sur cette tâche-là, je me donne 3 quarts d'heure, je mets un minuteur, et vous allez voir votre focalisation, votre productivité va vraiment progresser. Et ça vous renforcera aussi intérieurement en termes de légitimité à dire non à des interruptions, à couper votre boîte mail, à ne pas répondre au téléphone pendant cette tâche, etc. 4e fondamental, c'est programmer les tâches dans la journée. C'est très important, notamment d'un point de vue neuroscientifique, car les tâches les plus importantes, celles qui génèrent le plus de valeur ajoutée dans votre activité, dans votre mission, devraient être idéalement placées en début de matinée, parce que pour la plupart des gens, c'est le moment de la journée où notre cerveau est tout simplement le plus efficace. Sauf quand vous êtes dans un chronotype. Il existe une famille de 4 chronotypes. Il y en a un qui s'appelle les loups. Et les loups sont les gens clairement du soir. Et eux, ils vont être à l'optimum neurocognitif, non pas en début de matinée, contrairement aux 3 autres chronotypes,
mais plus tard dans la journée. Ça, c'est ce qu'on apprend dans une de nos formations qui s'appelle Gestion du temps et biorhythmes efficients. Cinquième fondamental, ce que je viens de dire, en fait, c'est placer les premiers projets les plus ardus dans sa journée de travail, et notamment parce qu'en fait, quand vous dormez, votre cerveau qui baigne dans du liquide céphalo-rachidien se rétracte légèrement pour pouvoir permettre à ce liquide de circuler encore davantage dans votre cerveau, et c'est une action en fait un peu de machine à laver qui a pour but de nettoyer les toxines qu'on a accumulées tout au long de la journée. C'est pour ça que la plupart du temps, on se réveille en étant au maximum de nos capacités neurocognitives grâce à ça. Donc, la tâche la plus importante sur votre liste, placez-la en début de journée. Commencez pas pour votre journée par des mails ou etc. Commencez la journée par cette tâche-là. Vous verrez, votre productivité va vraiment changer. Vous allez gagner vraiment beaucoup de temps chaque jour. Et l'idée, entre guillemets, c'est que la journée de travail, toujours entre guillemets bien sûr, soit terminée à midi, quoi. Parce que vous avez fait l'essentiel de la valeur ajoutée que vous aviez prévu de créer dans votre journée. Sixième fondamental, c'est est-ce que je vais souffrir si je jette telle ou telle information? On sait tous, vous connaissez ce fameux livre probablement qui s'appelle La magie du rangement, mais on sait tous que on a le cerveau qui est influencé en termes de charge mentale par des bureaux sur lesquels il y a beaucoup de dossiers, de papiers, etc., des ordinateurs également, avec des bureaux d'ordinateurs qui sont toujours surchargés, etc. Et aussi, l'autre question, c'est de se dire, est-ce que j'ai besoin vraiment de stocker telle et telle et telles informations? Est-ce que j'y reviendrai un jour? Parce que d'une façon ou d'une autre, vous stockez en charge mentale le circuit mémoriel où se trouve l'information et où vous devriez un jour hypothétiquement aller la rechercher. Et donc, la bonne idée, c'est vraiment d'utiliser cette approche de la magie du rangement quelque part, c'est d'être le plus minimaliste possible en termes d'informations utiles. Et donc de mieux trier, autant que faire se peut, les informations dont vous allez avoir besoin, que vous allez avoir besoin de conserver. Je regarde s'il y a de nouvelles questions tout au long de cet exposé. N'hésitez pas, si vous avez des questions tout au long du webinaire, posez-les-moi dans le chat. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre tout de suite si c'est possible, ou de les garder après pour la session de questions-réponses. Clé numéro 3, les neurosciences. Depuis 15 ans, il y a eu beaucoup de changements sur le sujet, notamment parce qu'on a énormément progressé et que l'imagerie médicale nous a permis aussi d'objectiviser beaucoup de choses sur le fonctionnement de notre cerveau, qui bien souvent sont venues confirmer les connaissances empiriques qu'on avait développées jusqu'à présent, que ce soit en psychologie sociale par exemple, ou en psychanalyse d'ailleurs parfois aussi. Et ces travaux sont extrêmement importants puisque il existe pas moins de 5 prix Nobel qui ont été récompensés depuis 2002 sur des travaux d'économie comportementale qui sont liés donc très directement aux neurosciences. Et les deux travaux les plus connus dans le grand public, c'est bien sûr Daniel Kahneman, prix Nobel en 2002, avec son livre Système 1, Système 2, et puis plus récemment Richard Thaler et Cass Sunstein, mais c'est Richard Thaler qui a obtenu le prix Nobel cette fois-ci en 2017, et qui met plus l'accent sur, vous savez, toutes ces pratiques de nudge management. Et le dernier exemple en date de nudge management, c'est que l'application Covid-19 qui a été développée par les autorités françaises a été élaborée, pensée, réfléchie sur la base justement de nudge, à savoir comment on va pouvoir orienter les comportements des internautes pour utiliser plus facilement et plus massivement possible cette application, par exemple, donc dans son ergonomie, par exemple. Alors, parmi les quelques points que je voudrais développer avec vous, pardon, le premier point, c'est d'abord l'attention. L'attention, c'est notre or noir de ce début du XXIe siècle. Tous les publicitaires vous le confirmeront. Aujourd'hui, l'enjeu principal, c'est d'attirer l'attention des gens, que ce soit l'attention de ses collaborateurs, de ses clients, de ses dirigeants, de ses partenaires, de ses enfants,
ses conjointes, ses amis. On est tous tellement hyper sollicités par les messages, quels qu'ils soient, publicitaires. On en revient à cette information, cette inflation, informationnelle, qu'il est très difficile de focaliser son attention. Et c'est un réservoir quotidien, l'attention. Et plus la journée va passer, plus son réservoir va diminuer, se vider en fait. Et qu'est-ce qui fait que votre réservoir d'attention va se vider plus ou moins rapidement dans la journée? Eh bien, c'est le multitâche. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, le cerveau humain n'est pas multitâche. Ni le cerveau masculin, ni le cerveau féminin. Désolé de vous le dire. Ce qu'on appelle un neuromythe. Et le multitâche, il a plusieurs conséquences. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les sujets. Et on examine ça plus en détail lors des formations, bien entendu. Et le premier corollaire du multitâche, ou de croire qu'on peut faire du multitâche, c'est d'augmenter de 30% son temps d'exécution de ces tâches. C'est-à-dire que si vous faites 2 voire 3 tâches en même temps, le temps total de ces tâches-là va être de 30% supérieur au temps que vous passeriez en faisant tâche par tâche. Tout simplement parce que le cerveau, il est comme un disque dur d'ordinateur, il passe constamment d'une tâche à l'autre, en fait, et ça l'épuise. Et ça épuise votre capacité d'attention. Par ailleurs, le multitâche, ça veut dire que à chaque fois que vous allez être interrompu lors de votre travail, le taux la vitesse de reconcentration va passer de 3 minutes à plus de 15 minutes selon la complexité de votre tâche. Et par ailleurs, et enfin, dernière étude à l'appui, les taux d'erreur en multitâche sont multipliés par 2 à 3 après chaque interruption. Et on l'a tous connu, ça. Quand on est en train de travailler tard sur quelque chose, on commence à être fatigué, peut-être qu'on est au milieu de la nuit parce qu'on a un dossier ou quelque chose à rendre le lendemain. Ça nous arrive beaucoup plus souvent de nous rendre compte le lendemain matin qu'on a fait des erreurs, qu'on a oublié ceci, qu'on a mal rédigé, etc., etc. Si vous vous reconnaissez là-dedans, levez la main, mettez-moi un yes, mettez-moi quelque chose dans le chat. N'hésitez pas à commenter et à revenir sur ce sujet-là. Donc, le multitâche, il faut absolument l'éviter. La fatigue décisionnelle est également un aspect important, c'est-à-dire que plus la journée va passer, plus votre capacité à prendre des décisions, à sortir du statu quo, va diminuer. Il y a des études qui ont été démontrées aux États-Unis là-dessus, qui ont montré que en fait, le taux d'acceptation, par exemple, va chuter drastiquement. Et notamment cette étude, je me souviens, de tribunaux américains, qui a été faite sur plusieurs mois naturellement, où il y avait des décisions de remise en liberté conditionnelle qui devaient être prises. Et en fait, on s'apercevait que le taux de remise en liberté conditionnelle était de plus en plus faible, plus la matinée avançait. Donc, moralité, si vous voulez demander une augmentation, il faut le faire tôt le matin et non pas à l'heure du déjeuner. Par exemple, la chute du taux d'observance. Le taux d'observance, vous savez, par exemple, c'est dans les hôpitaux, le fait d'observer des règles ou des protocoles, par exemple pour l'hygiène des mains. Vous savez, tous les soignants qui rentrent dans chaque nouvelle chambre doivent se laver les mains ou se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique. Mais on peut retrouver ça dans toutes les entreprises, en fait, le taux d'observance des process, de la qualité, etc., etc. Eh bien, si là encore, on ne tient pas compte du fonctionnement du cerveau humain et qu'on est trop dans l'urgence, on est trop dans le stress, on est trop dans le surmenage, entre guillemets, tout ça va nuire également au taux d'observance et à la fatigue décisionnelle. La procrastination, on connaît tous ce sujet, et ce sujet d'ailleurs diminue d'autant plus qu'on a des objectifs de plus en plus forts, de plus en plus clarifiés, et qu'on a des listes de tâches qui sont de plus en plus priorisées et qui sont tâches qui sont de plus en plus évaluées en termes de timing. Sachez juste que la procrastination, d'après beaucoup d'études, toucherait environ 25% des salariés. Donc ça impacte énormément la productivité des entreprises, donc in fine leur compétitivité. Et d'après une étude américaine, ça coûterait environ 9 000 $ par an et par employé, ce qui n'est pas très surprenant quand on connaît là à nouveau en termes de coûts cachés dans les entreprises. Paul qui nous dit, pardon de m'interrompre, le multitâche est une catastrophe pour ce qui me concerne, mais c'est normal Paul, le cerveau humain n'est pas multitâche. Et donc, je parlais des coûts cachés à l'instant, je rappelle 80% des coûts cachés
sont liées à la gestion du temps dans une entreprise. Et donc forcément, s'il y a de la procrastination et de la perte de temps, ça coûte très vite très cher à l'entreprise. Et puis les biais cognitifs, il y en a une vingtaine, il existe une centaine de biais cognitifs d'une façon générale, il y en a environ une vingtaine qui s'appliquent au domaine du management et de l'entreprise. Et il y en a deux qui concernent la gestion du temps. Le premier, c'est celui que Daniel Kahneman nomme le plus dangereux, c'est le biais de surconfiance qui amène à l'illusion de planning, c'est-à-dire qu'on croit toujours qu'on va pouvoir faire plus vite, mieux, dans le délai, etc. Et puis il y a le biais du temps présent qui fait que, comme je vous le disais tout à l'heure, notre cerveau, notamment reptilien, mais dans une moindre mesure le cerveau limbique, a tendance à privilégier, pour des raisons de survie de l'espèce, la facilité, et que donc le cerveau va avoir une tendance naturelle à privilégier le temps présent et donc à vous faire en fait travailler dans l'urgence. C'est pour ça que la plupart des entreprises, comme je disais tout à l'heure, glissent insidieusement en fait sur des modes de fonctionnement qui privilégient l'urgence, la réactivité, mais c'est notamment dû à ce fameux biais cognitif du temps présent. Et puis les interruptions, pour finir sur ce sujet-là, les interruptions, c'est tout simplement la pire catastrophe qui existe dans toutes les organisations. C'est, d'après les études, une baisse d'efficacité de 20 à 40%, tout simplement. Et puis, il faut savoir qu'à chaque interruption, votre cerveau met entre 3 et 15 minutes pour se reconcentrer, selon la complexité de votre tâche. Et comme je le disais juste à l'instant, quand vous êtes en multitâche, on passe plus facilement à 15 minutes plutôt qu'à 3 minutes. Voilà. Magali qui nous dit, j'ai quand même l'impression que nous ne sommes pas tous égaux par rapport aux multitâches. Probablement Magali, mais c'est pas Frédéric Lucas qui vous le dit, c'est toute la communauté internationale neuroscientifique. Le cerveau humain n'est pas multitâche. Essayez. Le mieux, c'est que vous essayiez et vous me direz. Quatrième clé que je voudrais partager avec vous, et je regarde l'heure parce que je suis enthousiaste sur ces sujets, il faut que j'accélère un peu, c'est la connaissance et le respect de son biorhythme et de son besoin de sommeil, qui est très très important. En France, vous avez 33% des salariés français qui sacrifient leur sommeil pour concilier vie privée et vie professionnelle. Vous avez 80% des gens qui se retrouvent donc en jet lag social. Le jet lag social, c'est le fait de repousser son heure de coucher pour récupérer de la vie personnelle, familiale, amoureuse, sportive, associative, ce que vous voulez. On a tous le même problème le lendemain matin, c'est que le réveil sonne. On a 30% de la population qui rencontre des problèmes d'insomnie. On a 50% des gens qui manquent de sommeil par rapport à leurs propres besoins physiologiques. Vous connaissez probablement tous déjà ces études qui ont été réalisées. On sait que depuis les années 50, les populations du monde occidental ont diminué leur sommeil d'environ 1 heure à 1 heure et demie par personne et par nuit, contrairement à leurs besoins physiologiques. Et ça a des impacts extrêmement graves parce que pour 35% des salariés en France, la durée de sommeil, elle entraîne une diminution de la durée de concentration qui passe en général de 2 heures à 30 minutes maximum. Magali, nous sommes sur des généralités. Évidemment, ça dépend des gens. C'est aussi une diminution de la vigilance et une augmentation de l'accidentologie selon les secteurs d'activité. Si vous avez des commerciaux itinérants en voiture, ça augmente les risques d'accidentologie au volant. Des questions logistiques dans les entrepôts, dans l'activité secondaire dans les usines, ça peut être une augmentation des accidents du travail, etc. C'est une augmentation de 60% de vos centres de stress. Dès que vous avez 1 à 2 nuits avec un taux de sommeil insuffisant par rapport à votre propre besoin physiologique, vous augmentez de 60% votre irritabilité, donc votre dépendance au stress en fait. C'est augmenter la résistance au changement dans les organisations, donc, puisqu'on va privilégier fatigue décisionnelle aidant, l'appétence pour le statu quo. C'est une réduction aussi en termes de management de la capacité à prendre des décisions, CF, la fatigue décisionnelle qu'on a vu tout à l'heure.
Et regardez ce que disent les plus grands dirigeants du monde sur le sommeil, tout simplement. Il faut sortir de ce mythe du surhomme ou de la surfemme qui n'a pas besoin de dormir, qui n'a besoin que de 3 ou 4 heures de sommeil. Il y a une frange très très minime de la population qui a besoin d'aussi peu de sommeil. L'immense majorité des gens, c'est-à-dire 80% des gens, ont besoin de 7h30 de sommeil par nuit, il faut le savoir. Jeff Bezos, qui explique que dormir 8 heures, ça change la donne pour lui. Toutes les erreurs importantes que j'ai faites dans ma vie sont dues à la fatigue, Bill Clinton. Voilà ce que dit aussi Carlos Tavares, le président de PSA, Peugeot Citroën. Il dit, moi, je gère mon sommeil comme un sportif de haut niveau. Donc voilà, sortons de ce mythe-là. Et c'est pour ça que dans notre formation gestion du temps et biorhythmes efficients, qui est tout à fait corrélée avec la gestion du temps. Pourquoi? Parce que mieux je vais connaître mon besoin de sommeil, mon chronotype, et plus je vais respecter mon biorhythme, plus du coup je vais me montrer efficace d'un point de vue neurocognitif, donc en termes de productivité, le lendemain, pendant le temps qui est consacré à mon travail en fait. Donc c'est un processus qui est clairement vertueux en permanence et qui est itératif. Cinquième clé que je voudrais partager avec vous pour tenir les délais, c'est l'aspect organisationnel de la gestion du temps. C'est un sujet sur lequel je mets l'accent, je ne cesse de mettre l'accent depuis des années. La gestion du temps n'est pas un enjeu individuel, c'est un enjeu organisationnel. Comment se fait-il que, comme le demandait Andy Grove il y a plusieurs années, on laisse finalement certains collaborateurs voler le temps d'autres collaborateurs. Regardez ce qui s'est passé, ce graphique est extrêmement parlant. Dans les années 70, un cadre moyen dans une entreprise faisait face à 1000 communications par an environ, donc essentiellement du téléphone et du courrier. Aujourd'hui, on est après 2010, on est à plus de 30 000 et on est probablement plus proche aujourd'hui des 50 000 communications par an. Est-ce que le cerveau humain est capable de gérer ça? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc ça a des impacts très forts. Je parlais d'inflation informationnelle tout à l'heure, notamment due au digital. On en est là. Et résultat de ça, c'est que regardez, vous avez 47% des salariés maintenant qui utilisent leur outil professionnel numérique pour travailler le soir, et que vous avez 40% des salariés qui culpabiliseraient de ne pas se reconnecter le soir, et 37% pendant les vacances. C'était une enquête d'OpinionWays pour Eleas qui a été menée en 2018. Et le schéma peut-être le plus important à vous montrer ce midi, c'est celui-ci. Il y a une étude qui a été faite par Bain & Company il y a plusieurs années dans de grosses entreprises, notamment Ford et Volvo, qui a montré que une réunion de COMEX représente l'équivalent temps plein de 300 000 heures de travail. Je ne sais pas si vous voyez le chiffre en bas de l'écran. Tout simplement parce que chaque membre du COMEX, par effet ricochet, demande à son N-1 de lui préparer des éléments. Le même N-1 demande aux autres, etc. Et l'effet ricochet de tout ça, c'est 300 000 heures de travail par an, ce qui est absolument considérable. Et quand Ford et Volvo se sont rendus compte de ça, ils se sont dit on arrête de gérer comme ça et on va mettre à côté de nos budgets financiers, on va mettre en place des budgets temps. Et moi, ce que je dis toujours, permettez-moi de me citer, c'est que de façon étrange et paradoxale, l'entreprise qui est un centre de profit par essence est le seul lieu où l'adage le temps c'est de l'argent ne s'applique que très rarement, ce qui est une réalité. Or, comme je vous le disais tout à l'heure, toutes les organisations, et là on a 40 ans de recherche en sciences de gestion sur ces sujets qui ont été notamment menés par un laboratoire lyonnais en sciences de gestion dans le monde entier, qui a reçu tous les prix académiques dans le monde entier depuis 40 ans. Donc c'est un travail qui est extrêmement documenté, qui a été corrélé. Et il existe 6 grands pôles de dysfonctionnement dans une organisation, quelle qu'elle soit. On retrouve toujours les mêmes partout. Et comme vous le voyez, la gestion du temps en fait partie. Et je le redis à nouveau une troisième fois, pardonnez-moi de me répéter, la gestion du temps, c'est 80% de ces coûts cachés dans une entreprise. Et donc, voilà pourquoi il est tellement important de la regarder à travers un prisme organisationnel. Et les coûts cachés, il faut vous dire aussi que c'est de 20 à plus de 40 000 euros par an et par collaborateur. Et là encore, ces chiffres sont issus de 40 années de retour d'expérience, donc ils sont extrêmement solides. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois que vous avez des coûts cachés, vous avez de la performance cachée. Et 35 à 55%
de ces coûts cachés sont récupérables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de mettre en place une gestion du temps organisationnelle? Eh bien, c'est tout simplement de décider qu'on va dorénavant s'organiser en fonction des 4 premières clés que l'on a vues. Par exemple, ça peut être éditer, faire vivre et faire respecter une charte d'utilisation des emails. Ça peut être de mettre en place des réseaux sociaux d'entreprise comme un Teams, comme un Slack, comme un Yammer, à la place de l'utilisation des mails en interne. Thierry Breton, quand il a pris ses fonctions chez Atos à l'époque, il a rapidement interdit l'usage des mails en interne pour toutes les questions que l'on connaît. On va pas avoir le temps de tout aborder maintenant, c'est ce qu'on fait pendant nos formations, mais on sait bien combien de temps on perd en interne avec les répondre à tous, avec les pièces jointes, et quel est la bonne date de la pièce jointe, est-ce que c'est toujours la dernière version en date, qui m'a dit quoi quand, les gens qui ne modifient pas les objets. Donc on doit absolument, dans une gestion du temps organisationnelle, opter pour des outils. La digitalisation a tout changé dans nos organisations. Il faut maintenant qu'on adapte nos outils à cette inflation informationnelle. Ça peut être aussi des chartes de bonnes pratiques collaboratives. Ça peut être de former les collaborateurs à des pratiques collaboratives. Comment j'utilise les outils collaboratifs, dans quel but, comment je m'organise, d'instaurer de façon culturelle que non, l'interruption n'est pas la règle, non, la réactivité n'est pas la règle, oui, je peux regarder 2 fois par jour seulement ma boîte mail, etc., etc., etc. Mais il faut que ça devienne culturel et donc organisationnel. Et là, les mentalités peuvent changer au bénéfice de tout le monde. Alors, pourquoi on en est venu à proposer ce genre d'offre? Comme vous l'avez compris, nous, on a des convictions. Nos convictions, c'est que parce qu'une entreprise va avoir un management qui va être plus cohérent, qui va être plus soucieux de cet équilibre collaborateur-entreprise, la rentabilité, la compétitivité va être améliorée. On a plus de 10-12 ans d'études macroéconomiques sur ces sujets-là qui corrollent le fait que quand vous avez un management qui est plus participatif, plus respectueux de ses collaborateurs, qui va générer plus d'engagement, les entreprises surperforment en termes économiques. Ça, ce sont des études qui ont été corroborées dans le monde entier. Et notre vision par rapport à ça, c'est que la gestion du temps, ça constitue vraiment les bases, le fondamental, comme les fondations de n'importe quelle tour. On n'imagine pas construire une tour de 50 étages sur une plage. Là, c'est exactement pareil. On a besoin de fondations très fortes dans une entreprise. Et nous, on est convaincus que la gestion du temps est clairement corollaire et impacte très fortement la compétitivité de l'entreprise. Songez à tout le temps que vous voyez perdu autour de vous, dans vos organisations tous les jours. Mettez-moi des commentaires sur ce sujet si ça vous interpelle. Je suis sûr que vous en avez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de lancer nos formations digitales et que notamment, ce qui nous tient à cœur, c'est d'avoir digitalisé et d'avoir créé un programme complet, que ce soit en B2B, mais également en B2C, sur ces sujets-là. Et donc, on va avoir cette première formation en gestion du temps et valeur ajoutée qui s'appuie sur les neurosciences. On y revient beaucoup en formation, avec 4 heures minimum de formation. Ça peut être en synchrone pour faire des classes virtuelles en mode intra-entreprise et en mode asynchrone sur un mode plutôt e-learning avec des clients qui vont être plutôt en mode B2C, qui vont être indépendants, profession libérale, créateurs d'entreprise ou pour des TPE, des PME. La grosse valeur ajoutée de notre offre, et on est les seuls à proposer ça quasiment sur le marché, c'est un coaching post-formation en B2B intra pour améliorer le taux de transfert. Et là, ça fonctionne très bien. On a tous les retours qui sont vraiment très positifs à ce sujet-là. Ça s'appuie sur la théorie de l'engagement. Donc, on a 4 sessions de formation, puisqu'il faut 21 jours minimum pour créer de nouvelles connexions neurocognitives et donc de nouvelles habitudes. À l'issue de la formation, qu'elle soit synchrone ou asynchrone, on met en place 4 sessions de groupe téléphonique d'1 heure chaque semaine pour justement créer plus d'engagement chez les collaborateurs et les inciter à mettre en œuvre. Et puis, on a une formule qui donne un abonnement, en fait, qui était l'accès pendant 1 an à notre LMS, l'accès à formation à vie, bien sûr, mais pendant 1 an au LMS, avec toutes les ressources pédagogiques, les articles de presse. Et on a un webinaire de coaching mensuel sur tous ces sujets-là pour tous les gens qui font partie qui sont inscrits à nos formations digitales.
Donc le but, c'est permettre plus d'efficience, de bien-être et donc de rentabilité pour l'entreprise, évidemment. Donc ce qu'on veut vraiment, nous, c'est vendre de la transformation à nos clients et pas simplement de la formation. Je vais passer un peu rapidement pour laisser du temps aux questions et tenir les horaires. Je voudrais partager juste quelques instants encore avec ce témoignage d'une de nos clientes qui nous avait dit « Vous avez changé notre vie grâce à vos formations, je me sens mieux organisé maintenant, j'ai pu gagner du temps, partir plus tôt le soir, je retrouve plus de temps pour ma famille, je suis moins stressé, j'ai retrouvé du temps pour faire du sport. Donc du coup, je dors mieux également, puisqu'elle avait suivi les 2 formations, gestion du temps et biorhythmes efficients également. Donc je suis encore plus efficace le lendemain, et donc du coup, j'ai plus de vitalité, je fais plus de sport et j'ai perdu du poids, donc vraiment merci. » Voilà, on a plein de témoignages que vous retrouvez sur le site web naturellement. Il y a des coûts qui sont très importants liés à la gestion du temps, qui sont GESI, la sous-productivité, l'allongement des délais, l'insatisfaction client, l'insécurité juridique pour l'entreprise. Les coûts cachés annuels, j'en ai parlé, donc in fine, une baisse de rentabilité. Ça, j'ai déjà vu, donc je vais passer là-dessus. Vous avez évidemment après la gestion du temps, on sait tous, le but c'est de trouver une meilleure productivité, plus de qualité dans ce qu'on fait, une meilleure raison d'être, plus de bien-être, plus de temps pour soi, pour ses enfants, pour sa famille. Ça va améliorer l'engagement du collaborateur. Ça va également améliorer fortement le télétravail parce que on l'a vu, il y a 73% des gens placés en télétravail qui voudraient continuer le télétravail aujourd'hui pour répondre, je crois que c'est une question de Magali tout à l'heure. Sur ces 73%, il y a plus de 58% des collaborateurs qui auraient aimé ou qui aimeraient aujourd'hui être accompagnés pour pouvoir mieux s'organiser. Et on retrouve également les mêmes besoins, les mêmes attentes du côté du management pour pouvoir justement interagir plus efficacement et basculer plus efficacement aussi en mode management par objectif et par résultat plutôt qu'en mode management contrôle. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est qu'une organisation, elle va gagner de 6 400 à près de 10 000 euros par collaborateur et par an en choisissant de mieux gérer ses temps. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez absolument le retrouver sur notre site web. On a un article de blog qui détaille tout ça en détail. Et ça, c'est le sondage Malakoff Humaniste dont je vous parlais tout à l'heure. 73% des travailleurs. Et puis, vous avez 54% qui souhaitent être accompagnés sur le télétravail aujourd'hui. On sait que le télétravail est appelé à durer et à s'installer profondément dans le paysage des entreprises. Donc, on a 4 prestations digitalisées. On va se laisser 3-4 minutes de plus pour respecter le timing, puisqu'on a commencé un petit peu en retard. Il y avait un problème technique de son au départ, si ma mémoire est bonne. Et aujourd'hui, on est en train de lancer 4 programmes, dont 3 qui sont digitalisés, en cours de digitalisation. On a l'offre gestion du temps et valeur ajoutée, à la fois en mode B2B intra et en mode B2C, gestion du temps et des biorhythmes efficients. Et on a une offre qui est plus destinée aux managers, qui s'appelle gestion du temps organisationnel et managérial. Et puis, on a cette offre de conseil d'accompagnement des entreprises pour les aider à mettre en place justement ce nouvelle démarche, ce nouveau processus d'organisation et de gestion du temps compétitive et donc de gestion du temps organisationnel. Donc, comme je vous le disais, le package d'abonnement, il comprend non seulement les formations initiales, mais également donc l'accès aux modules e-learning régulièrement mis à jour, l'accès à toutes les ressources, les articles de presse. Il y a beaucoup d'articles de presse sur les LMS, des vidéos pédagogiques qu'on va ajouter au fur et à mesure, l'accès aux webinaires de coaching mensuel et au replay. Et puis, on aura aussi une communauté privée Facebook. Et là, ça fait appel aux notions de social learning pour améliorer là aussi le taux d'engagement des collaborateurs. Et donc, tout ça va permettre là aussi des échanges de bonnes pratiques, de la motivation, développer sa motivation intrinsèque, de profiter aussi du dynamisme des uns et des autres et d'avoir envie et de mettre régulièrement à jour en œuvre ce qu'on apprend en formation. On a déjà beaucoup de clients sur tous ces sujets de formation, gestion du temps, comme vous le voyez. Et donc, on a en fait 3 formules. La formule présentielle, vous pouvez choisir d'avoir une formation initiale en mode présentiel. Et à chaque fois, on va vendre des licences d'abonnement annuel. Vous pouvez plutôt choisir un distanciel synchrone, donc en mode classe virtuelle, toujours dans le cadre d'un abonnement
soit sur 1 an, soit sur 3 ans. Vous avez des tarifs dégressifs en fonction du volume naturellement. Et puis, vous pouvez préférer l'aspect distanciel asynchrone, donc sous forme d'e-learning. Et là, vous n'aurez pas le coaching post-formation qui est destiné aux entreprises, donc en mode intra-entreprise B2B. Et avant le 30 juin, parce qu'on est en pleine période de lancement, on a décidé de vous faire une super offre. C'est de vous offrir 25% de remise sur nos formules d'abonnement LMS à nos formations digitales. Et donc, je vous invite fortement à profiter de cette offre de pré-lancement qui aura lieu jusqu'au 30 juin. Vous avez 25% de remise. Je vais vous mettre les liens dans le chat. Je vais quitter le partage d'écran dans un moment et je vais vous mettre le lien dans le chat. Et puis, si en B2B, vous souhaitez aller plus loin et en savoir davantage, je vais vous mettre également le lien vers mon calendrier en ligne pour qu'on puisse prendre un rendez-vous et pouvoir en parler de vos enjeux, parler de vos besoins, répondre à toutes vos questions de façon personnalisée et pouvoir vraiment échanger sur ce sujet-là. Et puis, je vais vous mettre également en lien dans le chat le lien vers la page de paiement et d'accès à notre formation digitale, plutôt en mode B2C, pour que vous puissiez vous inscrire sur la formation si celle-ci naturellement vous intéresse et vous souhaitez aller plus loin et commencer votre formation. Il est maintenant temps, j'ai essayé de tenir au maximum les délais, il est maintenant temps de répondre à vos questions, d'y apporter le maximum de réponses possibles. Donc, je regarde le chat à ma droite et je me fais un plaisir d'y répondre en détail. Magali, Paul, David, Sylvie, n'hésitez pas, au plaisir de répondre à vos questions. Donc, je vais vous envoyer les liens tout de suite, comme je vous le disais à l'instant, pour pouvoir bénéficier de l'offre, pour pouvoir prendre d'abord rendez-vous avec moi ici. Voilà le lien. Et puis, pour pouvoir aller plus loin et vous lancer dans la formation digitale en B2C, entre guillemets, que vous soyez indépendant, profession libérale, créateur d'entreprise, bien tout simplement gérant d'une PME ou d'une TPE, voilà le lien sur lequel vous arriverez sur la page de paiement et d'inscription à notre formation, dont le lancement aura lieu le 16 juin officiellement. Donc, je vous rappelle que vous bénéficiez d'un code de réduction de 25%. Et ce code de réduction, je vous le mets également ici dans le chat. Quand vous arrivez sur la page de paiement, que ce soit en B2B ou en B2C, évidemment en B2C, on ne va pas arriver sur une page de paiement en B2B, mais naturellement, en B2B, en mode intra, on offre 25% de remise dans le cadre de ce lancement d'une façon co-construction pour le lancement de notre version bêta. Magali, merci beaucoup, pas de questions. Au plaisir de pouvoir poursuivre nos échanges, Magali. Vous retrouverez naturellement sur le site web tous les éléments, beaucoup des éléments que je vous ai montrés sur la page gestion du temps et valeur ajoutée. Vous avez un PDF qui est visionnable avec, je reprends beaucoup des chiffres et des arguments que je vous ai exposés lors de ce webinaire. Et au plaisir de rentrer en contact avec vous, Magali. N'hésitez pas à revenir vers moi, à prendre un rendez-vous si vous le souhaitez pour pouvoir approfondir tous ces sujets que l'on vient de voir ensemble. Y a-t-il d'autres questions tout de suite à la fin de ce webinaire? Encore une fois, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère que ça a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à me mettre à... Oui, c'est un sujet très riche. Merci David pour votre commentaire. Ravi que mes explications aient été claires et que vous ayez trouvé de l'intérêt. J'espère vous avoir donné quelques clés qui vont vous être utiles d'ores et déjà. Évidemment, on aborde beaucoup plus de choses lors de nos formations. Merci Paul pour votre participation et pour votre attention.
au plaisir de pouvoir poursuivre. Merci beaucoup Sylvie. Merci d'être restée et d'avoir assisté à ce webinaire. Encore une fois, à votre disposition et au grand plaisir de pouvoir repartager avec vous très prochainement. N'hésitez pas à revenir vers moi par mail également. Vous trouverez l'adresse mail sur le site web. Vous avez aussi des pages de formulaire contact. Mais le plus simple, si vous le souhaitez, c'est le lien vers mon calendrier en ligne. Un grand merci à tous. Je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches et au plaisir de repartager d'autres moments comme cela avec vous. Notre prochain webinaire aura lieu la semaine prochaine, probablement le 17 juin. On est en train de finir de caler ça. On va avoir une série de 3 webinaires sur la compétitivité des entreprises, notamment cette fois-ci à travers la question des coûts et des enjeux des coûts performances cachés. Et notamment, on aura comme partenaire sur ce webinaire un des professeurs agrégés de l'Université de Bordeaux qui est titulaire de la chaire Capital Humain et Performance. Très bonne journée à tous. Au plaisir de vous revoir peut-être la semaine prochaine dès le prochain webinaire. Et très belle journée. Portez-vous bien. À bientôt.